Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. C'est une sommité de notre médecine que je reçois ce soir pour évoquer la situation qui prévaut dans le secteur de la santé. Si force est de reconnaître que des investissements conséquents ont été faits depuis l'indépendance, au point que 40 millions d'Algériens ont accès encore aujourd'hui à des soins gratuits, il reste que les défaillances, les insuffisances sont encore trop nombreuses et pire, en recrudescence, au point de décrier la qualité de nos soins à tous les coins de rue. Comment en est-on arrivé là et comment, pour rester positif, y remédier vite ? Pour en parler, j'ai invité celui dont la réputation n'est plus à faire. Il a fait quasiment toute sa carrière, 40 ans au CHU Mustapha d'Alger, dont 30 années au service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire et 20 années en tant que patron de ce service. C'est dire qu'il en connaît un bout. Professeur Hossein Chaouch, bonsoir. Merci de votre présence. Alors j'aimerais savoir quel constat de prime abord vous faites du secteur de la santé en Algérie de manière générale et comment vous le vivez. De manière générale, la santé de notre pays n'est pas aussi catastrophique qu'on le dit, mais on a tendance toujours à voir ce qui ne va pas et tout le travail qui est fait, on n'en parle pas. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont soignés, beaucoup de gens qui sont opérés. C'est vrai que tout ça est perfectible. Il y a certainement des choses à améliorer sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Mais nos concitoyens sont exigeants, c'est leur droit, mais ils sont un peu parfois trop impatients. Quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un pour une opération de vésicule biliaire, par exemple, et que vous dites qu'il faut revenir dans 2 mois ou 3 mois, il trouve que c'est pas normal. Si vous allez au Canada, ou même en France, ou n'importe où, vous demandez faire une opération qui n'est pas urgente, on vous donne rendez-vous 6 mois, pour 6 mois. Je ne suis pas médecin, mais la vésicule biliaire, je pense qu'il faut agir très vite parce qu'il y a un risque de migration. Non, il y a des situations où on peut attendre. Il y a des situations d'urgence, on ne parle pas des urgences. On parle de la médecine dite froide ou de la chirurgie qu'on peut programmer. Donc, mais si on prend le cas du cancer, par exemple, la radiothérapie, tout ça, il y a des rendez-vous qui étaient donnés alors même qu'on savait pertinemment que le malade, le patient risquait de mourir. Ça, c'est vrai qu'il y a une insuffisance dans ce domaine-là. Je sais qu'il y a des pans de la médecine qu'il faut remettre à niveau, en particulier la radiothérapie. Mais depuis quelques mois ou quelques années, il y a quand même un effort qui est fait dans ce domaine avec la création des nouveaux centres anticancéreux et aussi l'émergence de centres privés. Et je pense que le secteur privé, il ne faut pas négliger sa contribution qui est énorme. Je pense qu'on doit maintenant harmoniser secteur privé et secteur public pour plus d'efficacité. Il faut peut-être que les soins privés soient pris en charge par la sécurité sociale d'une façon assez conséquente, moi je dirais autour de 80%, comme dans tous les pays. Et à ce moment-là, on pourrait abréger l'attente des malades et on pourrait aussi, j'allais dire, dégraisser les hôpitaux universitaires pour les débarrasser de toute cette pathologie qui n'est pas une pathologie lourde, mais qui occupe beaucoup de monde. En fait, il faut agir dans plusieurs directions. Il faut que les structures sanitaires étatiques soient plus opérationnelles. Il y a, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de travail qui se fait à ce niveau. On peut améliorer les choses. Il faut que les gens travaillent plus. Pour que les gens travaillent plus, il faut une meilleure organisation. Par exemple, il faut que les organigrammes des services soient conformes
Et il faut aussi que les moyens fournis par l'administration soient à la hauteur pour travailler plus et pour travailler mieux. Et vous savez que pour travailler mieux, il faut travailler plus. Ça, c'est une règle en médecine ou en chirurgie. C'est une exigence. C'est pour être opérationnel, pour être efficace, il faut avoir de l'entraînement en quelque sorte. C'est comme un sportif de haut niveau. On ne peut pas lui dire de s'entraîner 1 heure par semaine. Il s'entraîne tous les jours. Donc, si vous voulez, c'est une règle en médecine. Pour travailler mieux, il faut travailler plus. Et en économie, pour travailler plus, il faut être payé plus. Est-ce que c'est le cas? Pas nécessairement. Il faut que les gens soient motivés. Il est évident que, vu le niveau de vie des médecins actuels, ça n'est pas très encourageant pour eux de rester dans le secteur public s'ils sont sous-payés par rapport à leurs collègues qui sont dans le secteur privé. Donc il faut peut-être améliorer les revenus, les salaires, mais attention, on ne peut pas augmenter tout le monde de la même manière. Donc il faut un peu encourager l'effort. Il faut que le secteur public imite un peu le secteur privé. Il faut payer les gens en fonction de leur performance et en fonction du travail fourni. Et pourquoi on n'y arrive pas encore? Parce que la réglementation, elle est générale. On ne veut pas... Il faut que le secteur public se mette à payer les gens en fonction de leur efficacité. Un jour ou l'autre, il faut que ça arrive. Professeur... Sinon, c'est la bureaucratie qui a tué la médecine. Hein. C'est pas la bureaucratie qui dit que tout le monde est payé de la même façon. On ne veut pas évaluer les uns et les autres. Donc le maître mot aussi, c'est l'évaluation des gens. On ne peut pas payer les gens qui ne travaillent pas comme les gens qui font 10 fois plus de travail. Je crois qu'il y a eu des tentatives qui ont été faites à l'instigation... Sur le papier. Sur le papier, il y a eu de bonnes intentions. On a dit qu'on allait faire des contrats, une contractualisation des structures, c'est-à-dire qu'on va leur donner les moyens et les salaires en fonction de leur efficacité, mais c'était toujours resté lettre morte jusqu'à maintenant. Vous travaillez actuellement dans le secteur privé. Oui. Alors, comment vous jugez la différence de travail au-delà du fait qu'il y a peut-être une meilleure stimulation au niveau du privé, comme vous le soulignez? Le secteur privé est beaucoup plus dynamique. Je m'explique. Vous avez dans un grand hôpital, comme Mustapha, des milliers de salariés. Médecins, infirmières, ambulanciers, services de sécurité sociale, services administratifs, etc. Et quand on voit la quantité de travail qui est faite, on est à 10% de ce qu'on doit faire. Les règles de bonne pratique médicale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, exigent, pour que quelqu'un se forme déjà, qu'il passe beaucoup de temps à l'hôpital à travailler. Actuellement, malheureusement, on a l'impression que nous faisons du social pour le personnel soignant, qu'ils soient médecins ou infirmiers. C'est-à-dire que les gens sont payés, ils ont un salaire, et on ne regarde pas l'efficacité. Il est vrai que, attention, il faut bien préciser ce point, il est vrai que les médecins ne sont pas seuls responsables de cette affaire. Les médecins sont souvent désignés comme bouc émissaire quand ça ne marche pas. Aux urgences, par exemple, ils sont au premier plan. Quand les gens ne sont pas contents, ils pensent que c'est les médecins qui sont responsables. Tout le monde est responsable. Les médecins n'ont pas assez exigé de l'administration des moyens pour qu'elle soit opérationnelle tout le temps et pour qu'elle soit efficace. Donc il faut, une fois pour toutes, on évalue tout le monde. On évalue le personnel soignant, en particulier le chef de la structure, et on évalue l'administration qui est censée lui donner les moyens. On ne regarde pas seulement le personnel soignant, parce qu'il est très facile de paralyser une structure, il suffit de lui enlever quelque chose qui paraît banal. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple, moi j'ai vécu des situations de pénurie, par exemple, pénurie de produits anesthésiques, qui ne coûtent pas grand-chose, mais on a oublié d'en importer, etc. Par exemple, vous ne pouvez pas endormir un malade. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Donc, vous ne travaillez pas pendant un certain nombre de jours. Et ensuite, vous allez gérer les rendez-vous, le télescopage des malades qui attendaient, etc. Donc, si vous voulez, l'administration aussi
doit être à la hauteur. Voilà. Maintenant, pour revenir au secteur privé, le secteur privé, par définition, il n'est pas soumis à la même bureaucratie que le secteur public. Quand un appareil tombe en panne dans un secteur privé, dans une clinique privée, le propriétaire de la clinique prend l'avion, ramène la pièce dans un sachet et son appareil est réparé tout de suite. Dans le secteur public, un scanner peut tomber en panne, vous pouvez rester 1 mois sans scanner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez, il faut alléger ce poids bureaucratique au niveau des structures publiques si on veut qu'elles revivent un petit peu. C'est-à-dire qu'on est tributaire de tellement de signatures, de tellement de visas. Les gens qui achètent ne peuvent pas acheter sans passer par 36. Est-ce qu'un patron de service en Algérie a les mêmes latitudes qu'ailleurs, dans des pays qui sont développés? Dans les pays développés, vous savez, une infirmière chef de bloc peut commander un appareillage sans passer même pas par le directeur d'hôpital. Il suffit que son chef de service lui dise « Moi, j'ai besoin de tel instrument ». Elle prend le téléphone à la maison qui fournit l'instrument. Ensuite, le laboratoire envoie la facture, elle l'envoie chez le directeur qui paye. Comment ça se passe ici? Vous avez un budget par service et vous le gérez comme vous voulez? Ce n'est pas nous qui gérons l'argent, bien sûr. Nous pouvons faire des commandes, bien sûr, qui sont honorées ou pas honorées. Et attention, il y a une chose aussi qui est importante. Si moi, je commande un matériel chirurgical, par exemple, et qu'on me ramène autre chose, je peux très bien trouver comme prétexte dire ce matériel, à tort ou à raison, ne convient pas parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisi, on m'a ramené quelque chose qui ressemble à ça, mais qui n'est pas ce que j'ai demandé. Vous voyez, donc nous rentrons dans une situation, dans un cercle vicieux. Est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher, vous, les professeurs, le corps de médecins, d'avoir cautionné le système, en définitive, même si vous êtes entre le marteau et l'enclume, vous êtes obligé de soigner les malades? Il n'y a qu'une seule chose qu'on n'a pas faite, on n'a pas pris les armes. Voilà, pour aller faire le maquis. Bon, on a bien sûr toujours écrit, demandé des réunions dans tous les ministères pour demander à ce que les utilisateurs ce soit eux qui choisissent le matériel ou le consommable avec qui ils travaillent, parce que ce sont eux qui sont responsables. Allez, je donne un exemple. Je demande un fil, une ligature, un fil de suture pour un malade. Si on me donne quelque chose qui n'est pas conforme, qui a été acheté dans un pays, dans un endroit, on ne sait même pas d'où ça vient, et si vous avez des complications, qui est responsable? On verra, c'est le chirurgien qui a opéré le malade, qui a cautionné. On ne cautionne pas, on ne maîtrise pas tout, malheureusement. On ne peut être responsable que quand on nous aura écoutés. Quand on nous écoute, oui. Là, on peut me dire, monsieur, vous avez commandé telle chose, tel appareil, c'est vous qui avez demandé ça, c'est pas nous. Mais si on vous impose une marchandise qui n'est pas bonne, et vous savez qu'en médecine, le consommable médical doit être bon, il est bon ou mauvais. Il ne peut pas être moyen, on ne peut pas accepter, sinon on est un peu complice d'un empoisonnement en quelque sorte d'un malade. Si vous utilisez quelque chose qui n'est pas bon pour le malade, s'il lui arrive quelque chose, ça devient, vous êtes complice là, et vraiment vous êtes complice. Alors maintenant, il y a la situation d'urgence. Vous avez un blessé grave, vous n'avez pas ce que vous avez demandé, vous n'avez pas ce que vous voulez. Il est évident que vous faites ce que vous devez faire avec ce que vous avez. Là, mais si, par exemple, vous devez faire une intervention qui peut attendre, avec du matériel douteux, ou un consommable qui n'est pas bon, vous êtes en droit de refuser de la faire et de dire « j'envoie ce malade ailleurs ». Un mot sur la responsabilité juridique du corps médical. Est-ce que, elle n'est pas assez, j'ai l'impression qu'elle n'est pas assez employée, à tort ou à raison? Bon, le médecin est responsable de ses actes. C'est-à-dire qu'il a un contrat avec le malade. Il doit informer le malade sur sa maladie, sur les risques encourus éventuels de traitement de sa maladie, et il doit, bien sûr, avoir la compétence nécessaire pour traiter cette maladie. Sinon, il demande à d'autres confrères, peut-être plus compétents que lui, plus spécialisés que lui, de faire. Maintenant, il y a le cas de l'urgence. Le cas de l'urgence, moi, je peux très bien
recevoir un blessé qui n'est pas un blessé du thorax, même si ce n'est pas ma spécialité. Et si je suis tout seul, je fais tout ce qu'il faut pour lui sauver quand même la vie, avec plus ou moins de succès en fonction de son cas. Là, on peut rien me reprocher. Mais si j'ai à côté de moi quelqu'un qui sait faire quelque chose mieux que moi, mon devoir, c'est de faire appel à quelqu'un de plus compétent pour s'occuper de ce malade. Maintenant, pour ce qui est de la responsabilité, bien sûr que nous sommes responsables de nos actes. Maintenant, est-ce que nous sommes responsables de tout ce qui peut arriver comme problème, c'est-à-dire comme accident, La réponse est non. Nous sommes responsables, ça veut dire que nous avons soigné notre malade avec les moyens nécessaires et suffisants pour assurer sa sécurité, mais si la maladie est trop forte ou s'il y a des imprévus... D'accord, donc vous êtes tenu d'une obligation de moyens et nous sommes pas tenus toujours de à les résultats. Mais attention, il faut faire attention, parce que là, on mélange tout. On mélange la faute médicale, l'erreur médicale liée à un diagnostic qui était faux au départ, mais pas par la faute du médecin, mais par la complexité de la maladie. Et parfois la faute administrative. Voilà. Donc, si vous voulez, il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Donc, il y a aussi, dans cette histoire de faute médicale, etc., vous avez plusieurs degrés, en quelque sorte. Vous avez quelqu'un qui va faire quelque chose qu'il ne sait pas faire, qui prétend savoir faire. Ça, c'est punissable, ça, c'est clair. Là, la justice doit faire son travail. On peut aussi être un escroc, c'est-à-dire faire croire au malade qu'on a fait des miracles chez lui. Ça relève aussi du pénal. C'est une simple escroquerie. D'autant plus que cette escroquerie peut aussi avoir des conséquences sur la santé, sur les résultats du traitement. Et il y a, comme je vous ai dit, les choses imprévisibles, c'est-à-dire une maladie trop compliquée, l'état général d'un patient trop altéré, etc., où on ne peut pas tout maîtriser. Et là, malheureusement, on ne peut pas être poursuivi pour ce genre de choses. Professeur, on va parler de la formation de tout le secteur de la santé aujourd'hui. Est-ce qu'il est en déclin? Est-ce que, année après année, au fur et à mesure que vous montiez en expérience, est-ce que vous aviez devant vous des étudiants du même niveau ou bien des niveaux qui reculaient? Nous avons certainement des étudiants très intelligents, des étudiants qui en veulent, qui veulent apprendre, mais la défaillance n'est pas liée au niveau intrinsèque de l'étudiant. Je pense que la défaillance, elle vient du fait que le nombre de gens à former est un nombre écrasant. C'est-à-dire que, là aussi je reprends un exemple sur le terrain, je suis chirurgien, je veux former des chirurgiens. Si on m'envoie 50 résidents en chirurgie et que j'ai 3 salles d'opération, ces gens-là ne peuvent jamais être formés parce qu'ils sont trop nombreux pour passer un certain nombre d'heures en salle d'opération chaque jour. Et c'est grave. Vous savez quand il s'agit de chirurgie. Il y a des normes qui ont été établies aux États-Unis. Un chirurgien, pour se former, quand il est résident, c'est 6 heures par jour en salle d'opération. Et le reste du temps, en salle, c'est-à-dire en train d'aller voir les dossiers, de chercher, de s'instruire sur le plan des gens, de tout ce qui est écrit dans le domaine. Donc, si vous voulez, on est loin du compte. Donc, si vous avez 50, vous faites de la saupoudrage de formation, en quelque sorte. Et le résultat il est ce qu'il est. C'est-à-dire que les gens arrivent à leur diplôme. Ils sont diplômés avant même d'avoir la formation pratique. Ça, c'est le drame. Je parle de la chirurgie en particulier parce qu'en médecine, ou en cardiologie, ou en hématologie, ou tout ce que vous voulez, vous pouvez former 50 personnes parce qu'ils sont autour de vous, ils regardent un malade, regardent des documents, des radios, etc. Mais en chirurgie, ce n'est pas la même chose. En chirurgie, vous ne pouvez pas faire rentrer 50 personnes tous les jours au bloc opératoire. Donc, ils vont rentrer à tour de rôle, et là, il faut beaucoup plus de temps pour les former. Alors, comment équilibrer tout ça entre les ambitions, la volonté des pouvoirs publics? Maintenant, je vais d'abord vous dire comment on en est arrivé là. On est arrivé là parce que
il fallait multiplier le centre de formation. Comment les multiplier? Eh bien, il faut mettre dans chaque ville moyenne un endroit pour former des gens de spécialité. Pourquoi il faut faire ça? Parce que à ce moment-là, vous avez une évolution exponentielle des gens que vous formez. Si moi, je suis dans un service où j'ai 5 assistants et qui sont là assistants à vie, ça c'est une grave erreur. Et si je peux former que 10 chirurgiens en 10 ans, ça ne peut pas régler le problème du pays. Comment ça doit se passer? Quand j'ai formé 5 assistants à mon service, au bout de 5 ans, ils sont censés être devenus des formateurs. Et c'est à ce moment-là qu'ils doivent quitter la structure pour aller chacun ouvrir une petite structure dans des villes comme Tizi Ouzou, Béjaïa, etc., etc., etc. Et chacun doit prendre un paquet de résidents à former. Donc, chacun va former, chacun de ces 5 assistants que j'avais va former lui-même 5 autres. Au bout de 5 ans, vous voyez, ça fait une progression géométrique. Alors que dans le système actuel, quand vous avez un service où vous avez 5 assistants, vous ne pouvez plus recruter d'assistants formateurs, puisqu'ils sont là à vie. Ils sont là à vie. Ça, c'est une anomalie grave que nous avons signalée au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons dit qu'un assistant qui est dans le service au bout de 4-5 ans est suffisamment compétent pour laisser sa place à un autre assistant. D'accord. Et vous n'avez pas été suivi? On n'a pas été écouté sur ce plan-là. Et actuellement, vous avez dans les services, vous pouvez le constater vous-même, des gens qui sont là depuis 25 et 30 ans, qui n'ont pas progressé et qui sont assistants à vie. Professeur Chaouch, c'est très lourde, un lourd handicap. 40 ans de carrière, vous en avez vu des ministres de la Santé. Vous parliez du ministère de l'Enseignement supérieur, mais la santé, c'est quand même la tutelle la plus importante, je crois, pour ce qui concerne votre secteur. Et est-ce que vous en avez vu des vertes et des pas mûres au niveau de la gestion politique du secteur de la santé? Je ne sais pas si j'aurais fait mieux que ces ministres si j'étais à leur place, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que, à partir du terrain, nous avons constaté beaucoup d'anomalies. Je vais commencer par la plus simple. Mon service... On a peu de temps. Mon service est en réfection depuis 15 ans. Actuellement, depuis 15 ans. Est-ce que c'est normal? Donc, normalement, une structure hospitalo-universitaire qui est, j'allais dire, presque unique en Algérie, qui est en travaux depuis 15 ans, est-ce que vous trouvez ça normal? Plusieurs ministres sont passés, ont vu, ils me ont dit oui, c'est un scandale, mais rien n'a été fait. Alors, des reproches qui sont faits. On voit beaucoup d'édifices qui sont faits à travers le pays, que ce soit des édifices religieux, des édifices administratifs, et où on a injecté beaucoup de milliards. Est-ce qu'on n'aurait pas gagné à faire des hôpitaux? Est-ce qu'on manque d'hôpitaux? Est-ce qu'on manque... Voilà, on ne manque pas d'hôpitaux et on ne manque pas de lits. Je dirais même qu'il y en a même trop. C'est l'utilisation rationnelle des lits qui fait défaut. Un lit d'hôpital, c'est le coefficient de rotation des malades au niveau de ce lit qui compte. Vous pouvez mettre un malade qui reste 3 mois dans ce lit à attendre que le scanner soit réparé, pour qu'il soit opéré, etc., etc. Mais vous pouvez aussi l'utiliser tous les 5 jours, au lieu de l'utiliser une fois par mois. Alors, ça revient à dire que tout le système doit bien fonctionner. C'est-à-dire, c'est le problème des pénuries, c'est le problème des pannes. D'accord. Alors, par exemple, nous avons des malades qui arrivent de l'intérieur du pays, qui occupent un lit, ils sont programmés pour le lendemain, mais hop, il manque ceci, il manque cela. Donc on a besoin de gestionnaires, des hôpitaux, c'est ça il faut une formation spécifique comme ça se fait ailleurs? Non, nous avons des gens qui sont certainement performants sur le plan administratif, oui, mais ils ont les points liés par la bureaucratie et par la centralisation. Un directeur d'hôpital, s'il avait son propre budget, il pourrait le gérer, il peut payer par exemple. Et s'il passe par une centrale d'achat qui est au ministère,
s'il doit attendre des mois et des mois pour obtenir ce qu'il veut, le problème, il est là. Un mot sur les transferts de certaines pathologies, enfin de certains patients à l'étranger, et surtout sur le deux poids, deux mesures dont parle le citoyen tous les jours dans la rue. Comment vous voyez ça, vous vivez ça? Moi, je pense qu'il y a certains transferts qui sont légitimes. Ils ne sont pas légitimes par la qualité de celui qui part, mais par la pathologie. Si j'ai un malade que je ne peux pas traiter, faute de moyens ou de compétences, ou de consommables, et si ce patient peut être guéri à Paris ou à Londres ou ailleurs, mon devoir de médecin, c'est de lui faire signer une prise en charge. D'accord. Sur la sécurité sociale, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, pour le secteur privé, pourquoi elle tarde encore à venir, selon vous? Qu'est-ce qu'on répond au niveau de l'administration? Ça, je ne suis pas dans les secrets de la sécurité sociale, mais c'est une erreur de continuer comme cela. Parce que la sécurité sociale injecte des milliards dans les hôpitaux publics qui fonctionnent mal, qui fonctionnent à 10%, et au lieu d'injecter cet argent dans les secteurs privés, où les malades passent 5 jours, et on règle le problème. Un message à adresser aux jeunes étudiants en médecine qui arrivent, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Heureusement qu'il y a des jeunes qui ont envie d'apprendre et qui finissent quand même par apprendre leur métier, même après leur diplôme. Ils cherchent toujours un boulot, ils cherchent à s'améliorer, ils s'accrochent, ils vont d'un service à l'autre, etc., etc. Mais encore une fois, si on veut améliorer la formation, il faut multiplier les centres de formation pour que les gens puissent avoir accès à plus de travail, et donc plus d'entraînement et plus de compétences. Merci infiniment au professeur Chaouch. Mesdames et messieurs, voilà un éclairage d'un grand professeur de médecine sur notre secteur. Il y a beaucoup de choses certainement encore à dire. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous reviendrons sur cette question très certainement dans les semaines à venir. À samedi prochain.